Salut les amis, je suis près de l'océan. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 29 mai 2025 et il est 10h45 du matin. Voilà, je suis près de la jetée de Santa Monica et je voulais vous emmener en balade avec moi ce matin pour parler de quelque chose qui est hyper délicat pour moi. J'ai galéré, ça fait des jours et des jours que je repousse le fait de faire cette vidéo et là je vais en parler devant tout le monde à la plage. C'est un exercice hyper inconfortable mais nécessaire. Comme tout dans la vie, tout ce qui a de la valeur, tout ce qui est important, c'est toujours difficile et délicat. Mais je voulais parler de la nécessité pour se découvrir et peut-être pour augmenter ses chances de réussir sa vie, de s'émanciper et de s'individualiser relativement séparément à la mer. Pas la mer, là, l'eau, mais la mère, la maman, voilà. Souvent je parle de cette phrase qui m'a marqué il y a quelques mois, qui est cette phrase de Carl Jung qui dit la majorité d'entre nous traverseront nos vies sans savoir qui nous sommes. Et ça m'a traumatisé parce que dans ma tête je me disais merde, ça serait trop con de traverser sa vie en jouant un rôle, certes qui peut être utile, mais l'une de mes plus grosses angoisses c'est de rester en inconscience toute ma vie. Je pense que les états d'inconscience sont inévitables. On grandit avec ce que l'on croit être quelque chose, mais sans se rendre compte que l'on joue un rôle et que l'on saute d'endoctrinement à endoctrinement, et on appelle ça la vie ou la destinée. Et donc là je vais en dessous de la jetée. J'espère que je ne vais pas me faire attaquer par un pigeon ou un crabe. Ah là j'ai la mafia des pigeons là derrière. Ouais, c'est un peu cracra, hein, mais bon. Ouais, alors avant de commencer sur ce sujet de l'émancipation face à l'influence de la mer, au symbole de la mer, à la nécessité, je dirais même plus, je voulais parler juste en rapide introduction, que ces 50 dernières années, j'ai pu voir et ressentir la société changer, la civilisation changer, et de me rendre compte, certes dans le tard, désolé pour le bruit des vagues, je me suis rendu compte dans le tard que la catastrophe que ça avait été la féminisation du monde. Alors, tout d'abord, il faut comprendre que le masculin et le féminin sont faits pour moi, pour exister ensemble. Quand on les sépare et quand on les oppose, on crée une société de poulets sans tête.
Et l'homme et la femme ont des caractéristiques mythiques, hyper importantes, et lorsqu'elles sont séparées, peuvent créer des déviances, des expressions de formes de violence spécifiques à chacune de chaque nature. Et lorsque la société progresse et qu'une certaine manière elle essaye d'entretenir des idéologies qui sont censées sauver la veuve et l'orphelin, c'est une manière directe ou indirecte d'attaquer l'utilité du masculin, de l'homme, du père. Et de manière cachée, la société, en voulant être progressiste, renie notre part biologique et notre part spirituelle et prétend que les individus sont des entités à part et que voilà. Et donc il y a un déni de la nature, de la biologie, à tout ce qui peut être renforcé et s'aligner avec la notion d'âme. Bref, pour moi, lorsqu'on voit le monde, comment il évolue avec le wokisme, avec certaines errances idéologiques comme le féminisme 2.0, le wokisme et tous ces délires, pour moi c'est le reflet d'une société qui s'est tellement féminisée qu'elle a petit à petit s'est cru pouvoir se passer du masculin, de l'autorité du père, d'une certaine manière, d'une partie de l'âme. Parce que je suis persuadé que dans l'âme humaine, il y a une part féminine et une part masculine en chacun d'entre nous. Et donc la société, lorsqu'elle se féminise, pour moi, la féminisation du monde, même le féminisme, c'est une catastrophe. Mais pire que ça, je crois que c'est la pire chose qui soit arrivée aux femmes. Je l'expliquerai un jour, je ferai une vidéo de 2 heures pour expliquer ça. Mais je pense que les individus étaient faits pour vivre en tribu, en collectivité, et surtout avec cette notion de recherche d'une certaine manière de l'âme sœur, même si je ne crois pas au concept de l'âme jumelle ou quoi que ce soit, mais et donc pourquoi je parle de ça, c'est parce que dernièrement, en faisant mes recherches pour savoir, pour comprendre mes difficultés que j'ai pu rencontrer dans la vie, je me suis rendu compte petit à petit, surtout en étudiant Carl Jung, qu'il y avait des angles morts chez moi. Et l'un d'eux, c'est ma relation avec ma mère. Je me suis rendu compte que ma relation avec ma mère avait été à la source d'un certain nombre d'écueils dans ma vie. Et entre la féminisation du monde, entre ma loyauté extrême pour la figure maternelle, j'avais fait n'importe quoi. J'étais dans un endoctrinement profond qui me maintenait au niveau de l'enfant. Et je me suis rendu compte dans le tard, ce que Carl Jung a étudié depuis si longtemps, que ce qui, je croyais, être spécifique à ma situation est quelque chose de beaucoup plus universel. Donc, j'ai compris, grâce aux épreuves, aux échecs, à perdre ma relation avec mes enfants, avec mon rapport aux femmes, que quand j'ai commencé à m'interroger, quand j'ai commencé à être en introspection, à me remettre en question, je me suis rendu compte de l'errance que ça avait été de vivre dans une société qui n'était
qui n'était plus patriarcale, car je prétends que nous vivons dans une sorte de matriarchie depuis peut-être au moins 20 ans, une matriarchie cachée, et une errance de société qui ont fait que des générations d'hommes culpabilisés dans leur masculinité, au lieu d'être des hommes fiables, structurés, structurants, sont devenus le pire qui pouvait arriver dans les relations hommes-femmes. Ça a créé des enfants ou des copines et qui ont cherché chez leur partenaire romantique, on va dire, la mère, pour combler ce qu'ils n'avaient pas reçu durant l'enfance. Donc alors moi j'ai grandi avec cet amour pour ma mère incroyable, une extrême loyauté, et j'ai pu voir les deux aspects de ma mère avant de me rendre compte récemment que ce sont des aspects, on va dire, universels chez toutes les mères. Et c'est fascinant parce que plus je comprends mon histoire, plus je vois des similitudes avec la manière dont évolue le monde ou la société. Et c'est comme la civilisation, la société était aussi un organisme vivant, tiraillé entre le féminin et le masculin. Et les pires catastrophes arrivent lorsqu'on ségrègue l'une des deux natures de manière extrême. C'est pour ça que, comme par hasard, ou pas du tout le hasard, lorsque j'ai commencé à avoir mes épreuves, mon instinct de survie a repris le dessus. Lorsque j'ai eu mon divorce, lorsque j'ai perdu ma relation avec mes enfants, j'ai commencé à comprendre qu'il fallait que je retrouve une connexion avec mon être véritable. Et j'avais jamais fait ce travail avant. J'étais, comme la société m'avait bien dit, pas gentiment, mais de manière presque tyrannique, que j'avais créé ce personnage parce qu'il fallait se conformer à cette vie et être une poupée ou une marionnette dans cette vie, et afin de faire comme tout le monde et peut-être espérer limiter les écueils, bref, de vivre une vie médiocre où le seul projet c'est d'être dans la matérialité, pouvoir payer ses factures et organiser ses vacances, quoi. Genre. Et c'est pour ça que dans ce travail de me désendoctriner de tous les endoctrinements, je dis pas que je réussirai, ça se trouve je suis encore, au moment où je vous parle, je suis encore en train de subir un endoctrinement, j'en sais rien, mais je sais que je me suis affranchi d'un certain nombre d'endoctrinements, que ce soit familiaux ou sociétaux. Et dernièrement, j'ai l'impression de tourner autour du pot. Et que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais cette vidéo, parce que tout arrive de manière incrémentale et que ce que j'avais laissé de côté, c'était peut-être une des raisons principales de mon errement dans cette vie. Alors je reviens avec la relation à la mer. Pour faire court, je pense que si on veut avoir une chance de savoir qui nous sommes, tout se passe, une grande partie se passe avec la relation à la mer. Et ça passe par la nécessité de s'émanciper, de s'individualiser séparément de la mer. Et il semblerait,
d'après ce que j'ai vécu, mais aussi de ce que j'ai lu grâce à certaines recherches de Carl Jung, c'est que il y a deux aspects dans la mère. Il y a l'amour maternel, puissant, créateur de vie, qui enfante et qui est extrêmement puissant et fondateur. Mais il y a aussi une autre force plus terrible chez la mère qui est, je ne sais pas comment l'appeler, qui est comme une puissance sombre, comme un trou noir dans l'espace et qui aspire tout, qui aspire l'enfant, qui aspire toutes les énergies, et en général cette force est déclenchée chez les mères qui n'ont pas pu faire un travail pour comprendre leur trauma, leur souffrance, soit parce que elles sont aussi le gardien de la transmission des traumas familiaux. Il faut savoir que la relation d'un enfant à la mère, de la fille ou du petit garçon à la mère, il est particulier, il est unique, il n'est pas du tout, il ne ressemble pas à celui avec le père. Encore une fois, l'instinct masculin, l'instinct du père est dans la subversion, dans l'autorité, la subversion et dans l'amour conditionnel, alors que l'instinct féminin, et donc l'instinct de la mère, il est plutôt dans le conformisme, l'amour inconditionnel, et voilà. Et donc, le lien qu'a l'enfant avec sa mère, lorsqu'il n'est pas sevré, devient une sorte d'enchevêtrement. Ah, il y en a qui sont en train de faire du surf. Il faudrait que je me remette à en faire. Je suis une croûte en surf. Donc, mais au moins j'aurai des gens qui m'acclament. Et donc, j'ai grandi avec cette loyauté, cet amour pour ma mère, sans me rendre compte qu'il y avait quelque chose de malsain si on ne sépare pas l'amour de la mère, les deux aspects de la mère, lorsqu'ils sont confondus, c'est-à-dire l'amour de la mère plus le côté la mère qui avale tout, qui absorbe tout à cause de ses angoisses, à cause des... Et donc j'ai grandi avec comme si mon développement émotionnel avait été arrêté, comme parce que lorsqu'on ne s'émancipe pas de la mère, et ce qui se passe, c'est qu'on reste un enfant perpétuel. Lorsqu'on est en face de la mère, on est toujours le petit garçon ou la petite fille. Et ça va avoir des répercussions dans la vie qui sont extrêmement néfastes. Notamment après, au quotidien, lorsqu'on rencontre quelqu'un qui a plus ou moins des similitudes avec notre mère, on va réagir comme un enfant, ou on va reconnaître quelque chose de familier et sans comprendre ce que c'est, et on va être dans des formes d'hésitation, de victimisation, de recherche de validation. Et moi, dans mon cas, je me suis ramassé en pleine poire les deux aspects de ma mère, qui sont l'amour puissant, l'amour maternel, mais aussi l'étoile noire, ou comme si ma mère était le chemin d'accès aux traumatismes familiaux. Et si le travail n'est pas fait
de la part de la mère pour essayer d'avoir du recul et être conscient de ces traumas, et ben, ils vont être transmis aux enfants avec des comportements de la part de la mère extrêmement corrosifs, toxiques, cruels, pour garder et perpétuer un enchevêtrement de l'enfant avec la mère. Et peu importe l'âge, hein, tu peux avoir des gens qui ont 40, 50 ans, et chaque fois qu'ils revoient leur mère, ils sont en mode petit garçon, et en général, ils font de très mauvais partenaires avec leur épouse. Donc aujourd'hui, si je parle de tout ça, c'est parce que il y a des choses qui s'éclairent petit à petit, grâce au travail que je fais, grâce à cette chaîne, grâce à la difficulté de parler de choses intimes. Tout ça, ça secoue tellement de choses en moi. Mais en même temps, ça me permet d'avancer. Et donc, je fais cette chaîne pour espérer briser le cycle des traumas familiaux, intergénérationnels, et peut-être inspirer d'autres, que ce soit mes enfants, mes neveux, mes nièces, à peut-être s'éveiller vers une émancipation et une individuation le plus tôt possible. Car sinon c'est une catastrophe, et qui va générer des souffrances qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. Et quand je parle de l'émancipation, je ne parle pas de ne plus aimer sa mère ou de ne plus la voir, mais ça veut dire exister sans les schémas inconscients imposés par notre mère pour rester dans le giron émotionnel et affectif. Et ce que je raconte aujourd'hui, ça s'applique aussi bien aux gamins de 16 ans qu'à la femme ou l'homme de 50, 60, 70 ans. Ça peut, et l'émancipation, tout ce que je raconte, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir une relation ou pas avec sa mère. C'est quelque chose qui est d'ordre psychologique, c'est-à-dire que la mère soit à 1 mètre de nous ou à 10 000 km, il y a nécessité d'exister. Et lorsque le monde progresse, soi-disant, se féminise, eh ben, il accorde beaucoup plus de part au pouvoir de la mère. Et c'est pas étonnant que depuis 50 ans, on est en train de casser du sucre sur les hommes, les jeunes hommes et leur instinct brutaux, masculin, autoritaire, sexuel. Et tout ça est tellement mal connu qu'à la fin, la société fait la promotion de la relation des enfants avec la mère au détriment de la relation avec le père. Et c'est pour ça que le père est perçu par la société comme un agent trouble à cause de ses instincts subversifs. Un homme en général n'aime pas trop écouter les règles, ou en tout cas peut se soumettre aux règles, mais il cherchera toujours à trouver une faille, à essayer de comprendre comment il peut contourner les règles ou briser les règles en espérant être peut-être plus optimal. Alors, j'ai grandi avec une mère extrêmement autoritaire, parfois cruelle, souvent cruelle, parce que c'était le reflet de ses souffrances liées à son enfance ou bien des traumatismes familiaux qui peuvent remonter à loin, à plusieurs générations.
je le saurais jamais. Et j'avais l'autorité de mon père, où jusqu'à l'âge de 5-6 ans, je percevais l'autorité de mon père comme de l'amour. Et après, entre les endoctrinements liés à ma mère, les manipulations et la société se modernisant, j'ai petit à petit perçu l'autorité de mon père comme de la violence. Et pourquoi je parle aussi de tout ça, c'est parce que je pense qu'il y a en nous un accès à notre âme, à notre lumière, ou quasiment à Dieu, quoi. Mais qu'on est comme un oignon, on a 1000 milliards de couches d'endoctrinement, et notre inconscient et notre conscience est corrompue et deviennent des forces inconscientes. Je lisais l'autre jour scientifiquement que dans notre cerveau, 90% du fonctionnement du cerveau, c'est des fonctionnements automatiques ou inconscients. Et que tout le reste, c'est ce qu'on croit être des prises de décision. Et pourquoi, encore une fois, je parle de tout ça, c'est parce que j'ai une quête en moi d'essayer de trouver un moyen de toucher à cette lumière qui est en moi. Je soupçonne grandement, quand j'étudie les religions, les spiritualités, que lorsqu'on prie, je me demande si en fait, lorsqu'on prie Dieu, si finalement, est-ce que cette prière ne résonne pas avec quelque chose en nous qui a un accès direct à Dieu? Que lorsqu'on croit parler à Dieu, en fait, on parle à quelque chose, une porte en nous, ou quelque chose qui a toujours été là, et qui a un accès, genre une boîte aux lettres à Dieu qui est en nous. Et donc, je réalise bien qu'il y a quelque chose dans cette vie qui est chelou, je vois bien que j'ai très peu d'attrait ou d'intérêt à ce qui est normal, ce que la société promeut. Peut-être que je devrais m'inquiéter, peut-être que je devrais faire comme tout le monde, mais ça, depuis que je suis petit, je me sens un ovni, il n'y a rien. Même gagner de l'argent, ça ne m'intéresse pas. Alors que je devrais vraiment m'en préoccuper, surtout pour la retraite. Et ça doit être mon côté HPI. Mais mon but avec ces vidéos, c'est pas de faire une énième réflexion psychologico-analytique. Ça m'intéresse pas d'être dans le granulaire et de comprendre les mécaniques psychologiques. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir accès à l'authentique, à mon moi authentique. Et j'ai fait énormément de boulot parce qu'aujourd'hui, j'ai énormément renoué avec des parts de moi qui étaient enfouies. Et j'assume maintenant totalement mon masculin, sans honte, sans rien. Et j'assume mes besoins. Alors qu'avant, j'étais, comment on appelle ça, un people pleaser, avec le syndrome du sauveur. Et ça, être un mec sympa, ça en fait pas forcément quelqu'un de vertueux. Et donc, entre cette chaîne et puis le sujet d'aujourd'hui, je voulais parler de ce travail qui pour moi est nécessaire pour accéder à son âme. J'ai pas envie de vivre ma vie en totale inconscience et puis après mourir et puis et d'avoir l'impression d'avoir traversé ma vie avec un seau de peinture sur la tête sans rien voir en fait. D'ailleurs, ça me fait rappeler une expérience qui a été faite, je crois, dans les années 80 ou 90, où l'opinion du monde vis-à-vis de la science était de dire tout n'est qu'action et réaction. C'est-à-dire qu'en gros, cette idée que
c'est le cerveau, avec ses molécules, ses cellules nerveuses, qui créent l'expérience, qui balance tiens, je touche un objet, il est chaud, donc ça m'envoie le signal au cerveau. Donc, les scientifiques qui ont un certain nombre, souffrent aussi d'un certain nombre d'endoctrinements, se sont dit, on va prouver que c'est la matière qui crée l'expérience, donc que c'est le cerveau qui crée ce que l'on perçoit. Donc qu'il y a un signal qui passe par l'œil ou la peau et qui est processé par le cerveau, donc ça donne un résultat. Et donc ils ont fait l'expérience en donnant à un groupe de personnes des substances hallucinogènes, du LSD, des drogues qui te font triper et te font voir des choses, ou genre comme l'ayahuasca, on va dire. Et ils ont voulu faire ça, et pendant que les patients tripaient, ils les ont mis dans un scanner pour analyser les fonctions du cerveau, l'activité cérébrale. Donc ils font cette expérience, et ils s'attendaient à ce que le cerveau soit en suractivité. Ils s'attendaient à ce que le cerveau aille dans tous les sens pour créer ces images. Et à leur grande stupeur, ils se sont rendus compte que le cerveau était calme, genre quasiment en flatline. Et ils n'ont pas pu croire ce qui se passait, parce que les gens ont vécu des hallucinations hallucinantes. Et ils se sont rendus compte que quand le cerveau est éteint, c'est là que tu as les hallucinations. Et donc, par conséquent, qu'il y a une réalité à l'extérieur de notre cerveau, ou des choses qui se passent, que l'on ne peut pas percevoir parce que notre cerveau, lorsqu'il est actif, agit comme un filtre. Un filtre pour choisir ce qu'il veut percevoir. Donc tout ce qui est hallucinogène, il balance ça à l'extérieur, et en fait, quand notre cerveau est au calme, au ralenti, il laisse accès à des choses. Et donc dans notre quotidien, on a un cerveau qui est en permanence en activité pour nous donner accès à une réalité qui n'est pas toute la réalité. Et donc voilà. Donc pourquoi je parle de tout ça, c'est que il n'y a que récemment que je me suis rendu compte qu'en fait toute ma vie j'ai fui. Je sentais instinctivement que si je devais exister, il fallait fuir. Or la fuite ne marche pas, parce que je peux continuer à fuir et tout ça. Mon enchevêtrement et mon identification avec ma mère, il reste. Je peux être au fond des océans, à marcher à 10 000 km. Si je ne fais pas un travail d'émancipation, eh ben, j'ai l'influence de ma mère qui est toujours là et qui m'empêche, et je crois que c'est sûr, d'atteindre un niveau supérieur d'expérience de cette vie, et donc de réussite. Et donc ce qui est fascinant, c'est que quand je parle des traumas de l'enfance, c'est que c'est la mère qui transmet les traumas de l'enfance aux enfants. C'est surtout lié à... Ça ne veut pas dire que le père n'a pas de traumatismes qui sont parfois transmis aux enfants, mais que la nature de la relation entre l'enfant et la mère est telle que ce sont les traumas que la mère a souffert, ou directement ou indirectement à cause d'un héritage familial, qui sont transmis aux enfants, surtout lorsque la mère n'a pas fait un travail de guérison et de compréhension de ces mécanismes. Alors, je pense qu'il ne faut pas voir la mère comme celle qui est en charge de
uniquement de l'amour et de ce côté sombre des traumas. Je pense qu'il n'y a pas de jugement à mettre face au comportement abusif ou destructeur de la mère, mais plutôt comme une opportunité, comme un test que l'on doit passer, comme un sas ou un accès ou une porte face à notre âme. Je pense que quand on a le courage de s'émanciper, de s'individualiser, alors on a des chances d'accéder à notre être authentique, au lieu de marcher sur des œufs en permanence et sans s'en rendre compte, et d'être l'ombre de soi-même et d'appeler ça de la courtoisie ou de la gentillesse. Et c'est pour ça que je réalise la nécessité d'exister, pas uniquement pour soi, mais aussi pour honorer les autres, nos ancêtres et notre descendance. Je pense que chaque génération a l'opportunité de casser le cycle des traumatismes intergénérationnels et de l'enchevêtrement avec la mère. Et d'apprendre à connecter avec sa mère comme un être humain et plus comme cette énergie qui peut être souvent dysfonctionnelle et qui pousse à des mécanismes violents, abusifs vis-à-vis des enfants, en les forçant à ne pas grandir émotionnellement, parce que dans l'instinct de la mère, inconsciemment, je pense, en général, naturellement je ne parle pas de ces mères qui sont plus sages, plus équilibrées, plus conscientes, qui ont fait un travail ou qui sont venues de familles plus stables, mais je parle de l'instinct de la mère, je crois qu'il existe quand même dans la majorité des mères, qui est d'avoir peur de perdre les enfants, et pour ça de continuer à les endoctriner pour qu'ils développent des insécurités et qu'ils aient peur de s'émanciper. C'est pour ça que beaucoup de mères font beaucoup de mal en s'attaquant au lien entre les enfants et le père, parce que comme le père est instinctivement une source de subversion, les mères n'ont pas envie que les enfants se révoltent et s'émancipent et s'individualisent. Et donc elles vont utiliser tout un tas de stratagèmes, conscients ou inconscients, inspirés aussi de la nature féminine dans ces mécanismes manipulatoires, pour créer des mécanismes qui forcent l'enfant à ne pas s'émanciper et à rester dans une immaturité émotionnelle. Et les dégâts sont catastrophiques, aussi bien pour l'homme que pour la femme, plus tard, notamment dans leur carrière, dans leur projet de vie et surtout dans leur relation à l'autre, notamment dans les relations romantiques. Moi, dans mon cas, j'ai grandi entre la société qui disait qu'il fallait rester un enfant, que c'était génial, entre la société qui se féminise et qui s'infantilise, parce qu'il y a des effets démultiplicateurs à la féminisation du monde, notamment l'infantilisation, ou de voir les enfants comme des minorités ou des victimes, et qu'il faut donc être amis avec eux plutôt que d'être parents ou d'être adultes. Donc tout pousse à l'empêchement à devenir un adulte et à créer des mécanismes complètement déformés dans les rapports d'amour entre hommes et femmes, des relations faibles, immatures, basées sur l'attachement et non l'amour. Et moi j'ai grandi avec un lien toxique entre ma mère et moi,
où je voyais ma mère comme l'ange suprême, et en fait je ne me rendais pas compte que je courais derrière son approbation en espérant avoir son amour, et j'ai été manipulé avec toutes les formes de manipulation possibles de la part d'une mère, qui sont la génération de culpabilité, le dédain, le traitement du silence. Tu sais, quand un enfant ne reçoit pas assez d'amour de ses parents, il va passer le reste de ses jours à essayer de l'avoir autrement dans ses relations amoureuses. Et le résultat que ça a donné tout ça, c'est que j'ai grandi en galérant vachement. Comme je le dis souvent, jusqu'à mon divorce, je connaissais rien aux femmes. Je croyais que c'était toutes les mêmes. Ce truc que la société m'avait dit. Et j'ai grandi donc en essayant de faire le bien et en niant mes caractéristiques d'homme, parce que je voulais à tout prix montrer patte blanche à la société, une société qui m'imposait à moi de rejeter mon masculin, mon autorité, ma force structurante, et qui voulait m'imposer et qui voulait me mettre à genoux pour donner des signes de vertu qui ne pouvaient pas être naturels. Si on force à quelqu'un à être vertueux, ça ne garantit pas ça garantit pas sa vertu. Et donc j'ai grandi en étant comme un bon gars sympa, et donc je n'ai pas pu être le partenaire idéal. En gros, tout ce que j'exprime aujourd'hui, c'est la nécessité d'exister de manière authentique. Et en tout cas, si on ne sait pas qui on est, en tout cas d'essayer de se mettre dans des situations inconfortables pour comprendre, pour pouvoir offrir à l'autre, à l'ami, à sa compagne, à ses enfants, son être authentique. Il y a une autre phrase, parce qu'en ce moment c'est marrant, parce que Carl Jung m'a jamais intéressé en fait. Je me disais, oh là là, tu vas pas te mettre à lire Carl Jung. Je me voyais submergé avec des bouquins. Déjà que ces dernières années j'ai lu beaucoup. Et puis là, c'est comme si j'étais prêt. Et il y a cette phrase qui est fascinante, parce que derrière les phrases de Carl Jung, elles ont l'air très simples, très accessibles, et derrière il y a plusieurs couches d'interprétation. Et on sent que ce sont des bouts de sagesse à plusieurs niveaux. Et Carl Jung dit ce qui a le plus d'impact psychologique chez les enfants, ce sont les vies non accomplies des parents. Dans le sens accomplissement, pas forcément gagner de l'argent, être en réussite, mais être dans l'authenticité. Et donc voilà, donc aujourd'hui je voulais juste partager cette idée que, surtout de mon point de vue en tant qu'homme, s'il y a des hésitations, du flou, que peut-être il faut regarder, ça paraît évident, mais lorsqu'on ne le vit pas, c'est pas si évident que ça, de regarder dans la relation avec la mère. Et aujourd'hui, j'ai cette certitude que on peut passer sa vie à être en révolte, combattre le monde et tout ça, si on n'a pas fait ce travail de s'émanciper de la mère, eh ben c'est cuit. On ne peut pas briller totalement dans cette vie. Et jusqu'au décès de mon père, je n'avais aucune conscience de tout ce que je raconte sur cette chaîne. J'étais en mode automatique, et j'avançais dans la vie en me disant oh là là, pourvu que je fasse comme tout le monde, et que
et que j'ai un chien, un chat, une maison et une retraite, alors que même ça, essayer d'être normal, j'ai l'impression d'avoir échoué. Donc, et donc voilà, donc avec cette vidéo, encore une fois, mon propos n'est pas de dire il y a des mères méchantes, des mères gentilles et tout ça, c'est qu'il y a cette dualité dans toutes les mères entre cet amour de la mère instinctif, mythique, inconditionnel pour l'enfant, mais il y a aussi en parallèle cette force terrifiante, horrible, qui s'exprime différemment suivant les mères et qui s'exprime d'autant plus, de manière encore plus terrifiante chez les mères dysfonctionnelles qui ont souffert des traumas, des choses, et cette force et il n'y a pas de valeur pour moi de jugement, de dire c'est bien ou mal, c'est comme ça. Mais ce comportement qu'a la mère de vouloir forcer les enfants à être attachés à elle, à les garder en état d'esclavage émotionnel, de les empêcher de s'émanciper, à faire en sorte de limiter leur développement émotionnel, ce n'est pas quelque chose de mal, c'est comme une épreuve que doit surmonter l'enfant ou le jeune adulte en s'émancipant et en recréant un autre type de relation avec sa mère. Alors, je sais que c'est balèze, hein, mais bon, je sais que c'est beaucoup plus facile de prendre ses distances. Mais en tout cas, cette épreuve, on ne peut pas la fuir. Parce que même quand on prend ses distances avec la mère, l'épreuve reste toujours et on est toujours dans un état d'enchevêtrement psychologique avec la mère. Et donc, même loin, on ne peut pas fuir cette épreuve qui est de s'opposer à cette force afin de faire ce travail qui est, comme Carl Jung le dit, d'intégrer notre part d'ombre. Et je pense que l'émancipation à la mère est un des outils les plus puissants pour accéder à son moi véritable, à qui nous sommes. Voilà, j'espère que ce que je découvre pour moi pourra peut-être aider certains ou pas. Mais en tout cas, voilà, je continue mon chemin et je suis heureux que ça intéresse certains. Voilà, je vous dis à bientôt les amis. Ciao, force et honneur. Salut!